Alors maintenant, on va essayer d'aller au-delà de la triade, donc qui effectivement permet déjà de comprendre un petit peu l'autisme, mais n'est pas suffisant parce que là, on est resté quand même assez focalisé sur les problèmes de communication. Et donc là, on va aborder des aspects donc, qui ne figurent pas dans les classifications internationales, du moins qui, voilà, puisqu'il y a une nouvelle classification qui vient de sortir et qui enfin le prend en compte, mais à mon avis pas suffisamment. Pas suffisamment, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors l'autisme, c'est un trouble de la communication, mais c'est aussi ce que j'appelle moi une autre façon d'être au monde, avec effectivement des aspects sensoriels et perceptifs. Et ça, c'est aussi difficile à comprendre pour nous que l'histoire de la communication non verbale, parce que ça renvoie à des choses qui, pour nous, sont de l'ordre de l'automatisme. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, quand nous percevons le monde, nous le percevons d'une certaine façon, nous avons une certaine façon de fonctionner, on va voir d'ailleurs en quoi elle est différente de l'autisme. Donc là, c'est plutôt l'autisme comme différence dans la façon de traiter les informations. Et ça, c'est extrêmement important pour des professionnels qui sont avec des personnes autistes, de comprendre ces aspects-là. Alors, quand je dis qu'elles ne perçoivent pas le monde comme nous le percevons, il faut vraiment le prendre au pied de la lettre, parce qu'on dit souvent des autistes qui sont dans leur monde. C'est une expression qu'on emploie très souvent. Sauf qu'elle est ambiguë, cette expression, parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est dans son monde, ça veut dire qu'il est dans ses pensées, il est dans ses émotions, et on est chacun dans notre monde à certains moments. Là, c'est au pied de la lettre qu'il faut prendre cette expression, c'est-à-dire ça signifie que ces personnes ne perçoivent pas le monde comme nous le percevons. Elles ont une autre façon de traiter les informations. Je vais essayer de vous le faire comprendre avec des exemples, parce que ce n'est pas du tout évident. Et la comparaison que je fais souvent, alors je crois que j'ai fini par l'écrire dans un article, mais en prenant beaucoup de précautions, parce que ça peut être très mal interprété. Et pour le faire comprendre, je prenais souvent l'exemple de l'être vivant non humain, que peut être l'animal par exemple, qui effectivement ne perçoit pas le monde comme nous le percevons. Voilà, sauf que loin de moi l'idée qu'il faut comparer les personnes avec autisme à des animaux, c'est pas du tout ça. Bien que Temple Grandin, qui est une spécialiste des élevages d'animaux, etc., et effectivement, ça soit aussi référé au fonctionnement animal, on verra pourquoi. Mais effectivement, l'être humain, l'être vivant non humain, qu'est l'animal, ne perçoit pas, il est dans le même monde apparemment, effectivement, que nous, mais il ne perçoit pas le monde comme nous le percevons. Pourquoi ? Parce que son équipement sensoriel, perceptif, mental aussi, n'est pas le même. C'est-à-dire qu'effectivement, il va par exemple percevoir des odeurs que nous ne percevons pas. Sa vue n'est pas la même que la nôtre, donc effectivement, il y a des choses que nous percevons, nous, très nettement, que lui ne va pas bien percevoir, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, apparemment nous sommes dans le même monde, mais en fait nous n'y sommes pas. Voilà, ils sont dans leur monde et nous sommes dans le nôtre. Et nous, effectivement, parce que nous avons tendance à nous projeter sur l'autre, nous avons tendance à penser qu'en faisant de l'anthropomorphisme, nous avons tendance à lui prêter une façon de percevoir et d'être qui est la nôtre, alors qu'elle est tout à fait différente. Hein. Avec les autistes, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une différence là, alors que je vais essayer de faire comprendre. Alors, ces différences, elles s'expriment sous forme de soit ce qu'on appelle une hyper... Alors, les expressions que je vois utilisées maintenant dans les textes, c'est hypersensibilité ou hyposensibilité. Moi, je préfère dire hyper ou hyposensorialité. Parce que si on dit hypersensibilité ou hyposensibilité, là aussi, c'est comme quand on dit de l'autiste, il est dans son monde, ça peut induire en erreur. Parce que quelqu'un, par exemple, d'hypersensible, c'est quelqu'un qui réagit au quart de tour. Hein, c'est quelqu'un qui se met facilement en colère, etc. Voilà, c'est un hyperémotif au fond, un hypersensible. L'autiste n'est pas un hypersensible. C'est un hypersensoriel. Alors la sensorialité,
Voilà, alors des fois on dit hypersensibilité sensorielle. Bon, ok, alors comme ça on précise, il vaut mieux. Parce qu'autrement, on est engagé sur une fausse piste. Donc, effectivement, c'est tantôt de l'hyper, tantôt de l'hypo. Alors, hypersensoriel, ça veut dire que les canaux sensoriels, parce que c'est les 5 sens qui sont atteints, sont trop ouverts. Et à ce moment-là, effectivement, il y a trop de stimulation qui arrive au cerveau. Vous voyez, moi, la situation dans laquelle je me trouve, là, avec toutes les lumières, etc., il y a des personnes avec autisme qui ne supporteraient pas cette situation-là. Hein. Les hypersensoriels, là, ils seraient complètement perturbés. Enfin, moi, je le suis un petit peu, mais enfin, je m'habitue, je m'adapte. Mais voilà, donc là, c'est le canal visuel qui est trop ouvert, et donc, du coup, ça engendre une difficulté à supporter certaines stimulations, mais qui ne sont pas forcément des stimulations très, très importantes. Hein. Et hypo, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, le canal, au contraire, n'est pas assez ouvert. Il a tendance à se fermer. Et là, il y a trop peu de stimulation qui arrive au cerveau. Et là, au fond, la personne, quand elle est dans cette situation-là, elle a besoin de se sentir exister. Si on essaie de se mettre effectivement à leur place, si tout à coup, j'ai plus suffisamment de sensations visuelles, même kinesthésiques, enfin, etc., il faut que je fasse quelque chose parce que c'est insupportable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me balancer. Vous voyez, c'est-à-dire que les comportements là qu'on voit apparaître peuvent s'expliquer justement par ces problèmes sensoriels, hein, quand le canal se ferme et que pour se sentir exister, la personne a besoin de s'auto-stimuler. Alors, elle va s'auto-stimuler avec des mouvements, avec des sons, etc., de façon, c'est différent d'une personne à l'autre. Alors, l'hypersensorialité, alors sachant qu'effectivement, les 2 sens qui sont les plus sollicités, c'est l'audition et la vision. Hein. Donc c'est surtout ces 2 sens-là qui effectivement réagissent, enfin, et peuvent devenir assez insupportables pour ces personnes, effectivement, qui par exemple ne vont pas. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, mais je vais y revenir, c'est variable d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dire, les autistes n'aiment pas les lumières, les néons ou je ne sais quoi. C'est complètement faux. C'est-à-dire que certains ne vont pas aimer, d'autres au contraire vont rechercher ce genre de sensations lumineuses. Donc c'est très complexe. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a alors pour le coup, une sensibilité sensorielle, une sensorialité beaucoup plus développée que chez nous. Alors nous aussi, nous avons des sensations, bien évidemment, on a 5 sens, et en permanence, on voit, on entend, etc., on touche, on sent, bien. Mais je dirais que cette sensorialité, pour nous, elle est un petit peu en retrait. Hein, c'est-à-dire que nous sommes plus dans la pensée, dans l'émotion que dans la sensation. Et au fond, on est dans la sensation, soit quand quelque chose nous dérange, donc à ce moment-là, effectivement, on va réagir, soit quand quelque chose est très agréable. Bon, vous êtes sur la plage l'été, il fait beau, voilà, là, il y a une sensorialité qui est bien présente et qui est agréable. Mais autrement, voilà, on va être plus dans la pensée, dans l'émotion, et la sensation est un petit peu en arrière-plan. Ces personnes, c'est ça qu'il faut comprendre, là vraiment c'est important, sont beaucoup plus que nous dans la sensation. C'est-à-dire que la sensorialité est vraiment au premier plan. Sachant qu'ils peuvent passer de l'hyper à l'hypo. Donc c'est un peu compliqué. Alors je cite Temple Grandin. Là, Temple Grandin, c'est une personne, donc, pas syndrome d'Asperger. Justement, elle n'est pas complètement dans le haut, mais enfin elle est quand même dans le haut du spectre autistique, mais pas à l'extrémité. Et c'est la première à avoir témoigné. Je vais apparaître voilà, la référence. Là. Ah. Voilà, je reviens en arrière. Ouais. Donc Temple Grandin, c'est une Américaine dont les ouvrages sont traduits en France. C'est la première à avoir témoigné. Bon, maintenant, il y en a de plus en plus aujourd'hui qui témoignent, puis les personnes avec autisme en France commencent à se manifester, mais pour nous, voilà, ça reste un phénomène émergent, donc ça a mis un petit peu de temps.
Mais pendant longtemps, effectivement, la seule personne qui s'exprimait, c'était elle. Après, il y a eu Daniel Tammet, et puis aujourd'hui, justement, il y a Joseph Chovanec, par exemple, etc. Ça vient, voilà, et c'est très important. Quand on lit les livres de Temple Grandin, donc, qui sont publiés en France, donc le premier, c'était Ma vie d'autiste, le deuxième, c'était La pensée en images, et le troisième, c'est L'interprète des animaux, parce que c'est sa spécialité. Et bien voilà ce qu'on trouve, effectivement, je serais presque tentée de dire à longueur de page, elle nous parle de ces aspects sensoriels et perceptifs. Quand j'étais petite, le bruit était une source permanente de problèmes. C'était comme si la roulette du dentiste avait touché un de mes nerfs. Ça provoquait une réelle souffrance. J'avais une peur bleue des ballons qui éclatent. Le bruit semblait exploser dans mon oreille. Les petits bruits qui semblent d'ordinaire facilement évacués me rendaient folle. Quand j'étais à l'université, le sèche-cheveux de ma camarade de chambre me semblait faire le même bruit qu'un avion à réaction au décollage. Et en même temps, vous voyez qu'elle fait un effort pour faire une comparaison, pour nous faire comprendre. Donc elle fait un effort de se mettre à notre place pour nous faire comprendre la souffrance qu'elle a pu éprouver, sachant que ça évolue au fil du temps. Hein, c'est pas, voilà. Quand j'étais petite, ça veut dire que les problèmes n'ont pas complètement disparu, mais aujourd'hui, elle a sans doute d'autres. Elle raconte un petit peu son histoire. Et voilà. Alors, autre passage dans ces livres, j'étais attirée par les couleurs vives, les objets en mouvement qui stimulaient mon système visuel. J'aimais les chemisiers rayés, la peinture fluo. Donc là, elle a dit précédemment ce qui la faisait souffrir. Là, elle dit ce qu'elle aime. Alors c'est important là d'être bien conscient qu'il y a ces deux aspects. Dans la sensorialité, il y a ce qui fait souffrir, il y a ce qui dérange, et puis il y a ce qu'on recherche. Voilà, puisque comme ils sont dans ce registre-là, où ils n'aiment ou ils n'aiment pas. Et là aussi, je pense que dialoguer avec les parents pour comprendre ces aspects-là, c'est très important. Sachant qu'elle le dit, d'ailleurs, je ne sais plus si j'ai choisi ces passages-là, qu'elle le dit à un moment donné. Voilà, ça, je suis en train de parler de moi, mais il ne faut pas penser que toutes les personnes avec autisme ont les mêmes intérêts ou les mêmes souffrances que les miennes, etc. Chacun a ses particularités. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Alors, elle explique justement, dans ce passage, ce qu'elle aime. Alors, elle aime les portes coulissantes des supermarchés. Voilà sa particularité. Quand je voyais le bord de la porte traverser mon champ visuel, je sentais un agréable frisson courir le long de mon dos. Donc, à certains moments, ils peuvent effectivement rechercher comme ça des sensations agréables. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant par moments. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut le savoir, peut-être les laisser provisoirement, mais enfin, il ne faut pas non plus qu'ils s'enferment dans ces sensations. Parce que quand ils sont là-dedans, ils sont complètement là-dedans. Et là, ils sortent complètement de l'activité qu'on leur a proposée, etc. Donc, voilà, tout ça est à manier avec beaucoup de précautions. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut les sortir, il faut attirer leur attention sur autre chose, mais de façon, enfin, d'une certaine manière, voilà. Il faut comprendre aussi. Alors l'incidence sur les apprentissages, ça me semble en effet extrêmement important. Hein. Il ne faut pas, autant que faire se peut, il ne faut pas que l'enfant soit confronté à des gênes trop importantes. Voilà, si il craint le bruit, il ne faut pas le mettre dans un endroit trop bruyant. Il faut comprendre qu'à certains moments, il peut être fatigué, il peut avoir besoin en effet d'une pause parce qu'il y a trop de stimulation sensorielle. Alors, je le note là, en effet, ça c'est une expression qui m'apparaît importante, il faut essayer de faire le portrait sensoriel de la personne. Et on n'y pense pas, ça. Autisme, on pense problème de communication, point. Ben oui, mais voilà, il y a un portrait sensoriel. Et le portrait sensoriel, c'est essayer de comprendre justement qu'est-ce qui le gêne, qu'est-ce qui le fait souffrir, et on va essayer d'en tenir compte, hein, sachant qu'il ne faut pas non plus le surprotéger, il faut aussi qu'il puisse s'habituer au monde dans lequel il se trouve. Mais en tenant compte justement, en y allant progressivement.
Voilà, alors la lumière, les bruits, les mouvements. Par exemple, on le sait, certains auteurs l'ont décrit, la récréation, c'est un moment de plaisir pour les autres élèves. Pour eux, ça peut être vraiment quelque chose de très difficile à vivre, de très problématique. Et ça, voilà, les professionnels, ils le pressentent. D'ailleurs, il y a des enfants qui manifestent leur désir de ne pas aller en récréation. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être avec les autres, c'est parce que la récréation, c'est un moment effectivement extrêmement difficile. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements, etc. Et c'est vrai que ça peut être très douloureux pour eux. Donc, il faut apprécier cela. Ceci dit, voilà, on ne va pas les enfermer ou les mettre complètement à part. Ce qu'il faut en tout cas, c'est les accompagner et y aller progressivement. C'est-à-dire que si vraiment on voit qu'effectivement, là aujourd'hui, il est fatigué, il a fait beaucoup d'efforts, il a peut-être besoin justement de ce temps pour se ressourcer, donc effectivement, il ne va peut-être pas y aller. Sachant que, bon, voilà, l'objectif, c'est quand même qu'ils puissent être avec les autres. Et si, effectivement, aller en récréation, ben, il ne faut pas se dire, comme on se dit avec les autres, là, voilà, là, ils ont travaillé, là, on va les laisser libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Non, il faut les accompagner. Hein, c'est très, très important dans ces moments-là. Hein. Soit par un adulte, soit par des tuteurs aussi. Et puis, c'est pas forcément, il faut y aller de façon progressive, c'est pas forcément tout le temps de la récréation, etc. Mais ça, voilà, si on n'a pas compris ces aspects-là, eh bien, on va confronter l'enfant à quelque chose de très, très difficile. Donc, au lieu de se détendre, au lieu de se reposer, ben, il va rentrer de la récréation complètement épuisé parce que... Puis en plus, il est resté tout seul, personne ne s'est occupé de lui, voilà, il est dans un endroit de la cour, c'est bruyant, etc. Et c'est vraiment un moment, voilà, c'est un moment critique, voilà. Et ça, il faut le comprendre, il faut le gérer. Hein, mais encore une fois, ce n'est pas pour voilà, enfermer l'enfant et il ne faut pas non plus surprotéger, bien évidemment.